savoir, c'est que cet épisode a commencé le 30 septembre pour se dissiper le 3 octobre. En définitive, vous avez eu un élément totalement remarquable, extraordinaire, qui me permet de qualifier cet épisode de bombe météorologique, à savoir une chute brutale en 24 heures des pressions, de l'ordre de moins 30 hectopascales, ce qui est excessivement rare. Cette situation a généré des vents violents et des pluies diluviennes qui ont commencé à toucher la France par la Bretagne et qui progressivement a cheminé vers le sud pour toucher les Alpes-Maritimes d'une façon dramatique, comme nous le savons, le 2 octobre. Le 2 octobre, en résumé, et je pense que c'est suffisamment explicite, 500 mm d'eau sont tombés en 24 heures sur Saint-Martin-Vésubie. 500 mm d'eau, ça veut dire 500 litres au mètre carré en 24 heures. Ce qui correspond à des précipitations saisonnières de 3 mois. 3 mois en 24 heures. À l'échelle du département, il faut considérer qu'environ 560 millions de tonnes sont tombées sur les Alpes-Maritimes durant cet épisode. C'est totalement remarquable en termes d'intensité. Mais le problème, c'est que, en définitive, la tempête Alex n'est pas responsable en totalité des conséquences sur notre département. En effet, comme dans toute catastrophe, on peut noter la conjonction de divers facteurs. Effectivement, de par la tempête Alex, un front froid venu de l'Europe du Nord est descendu vers la Méditerranée. La Méditerranée, qui, encore chaude à cette époque, a généré des masses d'air chaudes. Et donc on a eu affrontement entre l'air froid venu du nord et l'air chaud de la Méditerranée. En définitive, cela a provoqué la formation de cumulonimbus, formation très importante donc de nuages. La différence de température a généré une forte condensation et donc on a l'explication de ces fortes pluies et de l'intensité et la quantité d'eau qui sont tombées, quantité phénoménale, qui sont tombées sur les Alpes-Maritimes. Alors, bien évidemment, un autre facteur à jouer, c'est la présence de flux de sud. Des flux de sud qui ont bloqué l'orage dans certaines zones. Effectivement, on peut se poser la question, pourquoi des pluies, des précipitations intenses sur la Tinée, sur la Vésubie, sur la Roya, mais par exemple pas sur le Paillon? Eh bien tout simplement parce que ces flux de sud ont bloqué ces orages dans certaines zones géographiques, et donc il y a eu ce qu'on appelle des orages stationnaires. Les orages stationnaires, eh bien, c'est un élément très important de cette catastrophe. Et ce qu'on vient de décrire, c'est tout simplement ce qu'on appelle la conjonction entre la tempête Alex venue du nord et ce qu'on appelle les épisodes cévenols ou méditerranéens, c'est-à-dire l'affrontement d'air chaud et d'air froid. Donc cela explique cette conjonction d'orages stationnaires, cette conjonction méditerranéenne qui est bien connue sur les Cévennes, d'où le nom d'épisode cévenol depuis fort longtemps, et qui a généré par le passé, bien évidemment, de très nombreuses catastrophes. Je fais allusion en particulier à une qui est relativement récente, c'est celle du 4 octobre 2015, qui a touché cette fois-ci la région cannoise
Antibes, Mandelieu-la-Napoule en particulier. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas rares et qui, là, se sont concentrés, effectivement, dans la partie haute du département des Alpes-Maritimes, à savoir certaines vallées. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a cette considération générale, eh bien, on peut mieux comprendre et mieux appréhender l'impact de cette tempête, de cet épisode méditerranéen, sur le département. Alors, pourquoi tant de dégâts? Alors, pourquoi tant de dégâts? Bien évidemment, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Donc, on l'a dit, on l'a précisé, les dégâts se sont concentrés essentiellement dans 3 vallées, donc de l'ouest vers l'est, Latinée, la Vésubie et la Roya, et à éviter, entre autres, le fleuve Pagnon. Donc là, diverses considérations doivent être prises en compte pour expliquer ce qui s'est passé. Bien évidemment, en dehors des conditions météo que l'on vient de rappeler, des pluies intenses, 500 litres par mètre carré en 24 heures, il faut le rappeler. Mais au-delà de ces considérations météo, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, en particulier le facteur de la géomorphologie de ces secteurs et de la géologie. Alors, sans rentrer bien évidemment dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que le nord du département est considéré par les géologues comme le socle, comme un socle qui est issu de l'orogénèse alpine qui date d'environ 700 millions d'années. Avec des roches cristallines telles que des gneiss, des granites, des migmatites, et au-dessus, avant l'érosion, un tégument sédimentaire. Et donc, cette région de l'Argentera Mercantour correspond donc à un secteur des Alpes, le secteur méridional des Alpes, qui comprend des altitudes relativement élevées, puisqu'il y a plusieurs sommets qui dépassent les 3000 mètres, et on connaît le Gélas à un peu plus de 3100 mètres, et l'Argentera qui frôle les 3300 mètres d'altitude. Tout ça confère à ce secteur de l'Argentera Mercantour des conditions climatiques bien particulières, mais que je voudrais retracer dans le passé, dans un proche passé, à l'échelle géologique. Effectivement, orogénèse alpine, 70 millions d'années, on va faire un bond et on va se retrouver à l'ère quaternaire qui a démarré environ il y a 2 millions d'années. Cette période du quaternaire est marquée par plusieurs épisodes glaciaires. Il y en a eu près de 17, peut-être même un petit peu plus, qui se sont succédés, et en particulier les 2 dernières, Rhys et Levée. Ces 2 glaciations ont envahi cet espace de l'Argentera Mercantour, et des glaciers se sont accumulés dans ces zones. Des glaciers importants, puisque celui, par exemple, de la Gordolasque atteignait facilement 300 mètres d'altitude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans les secteurs concernés, ces glaciers ont eu un effet important sur l'érosion. L'érosion de ce socle et de ce tégument sédimentaire. Alors ces glaciers, la dernière glaciation qui a remanié tous les éléments morainiques du Rhys, eh bien, ont recouvert, et pour avoir une image quand même de cet aspect de l'époque qui remonte à hier, 18 000 ans, 20 000 ans, vous aviez par exemple un énorme glacier qui descendait du Haut-Boréon, qui à proximité de l'actuel Saint-Martin-Vésubie, bifurqué par le col Saint-Martin
et atteignait le bassin de la Tinée, une autre langue descendait en direction de Saint-Martin-Vésubie et atteignait l'Antosque, marqué topographiquement par un verrou glaciaire. Entre-temps, il y avait bien sûr le glacier des Fenêtres qui rejoignait la langue principale de la Vésubie juste à la confluence du Boréon et du vallon des Fenêtres, c'est-à-dire à l'intersection où s'est constitué Saint-Martin-Vésubie. Donc, ces glaciers, celui de la Vésubie faisait une trentaine de kilomètres de longueur, celui de la Tinée un petit peu plus long, puisqu'il atteignait Pinqueron, zone dans laquelle nous avons trouvé des traces de moraines. Alors bien évidemment, cette action glaciaire qui est marquée par des roches moutonnées, marquée par des dépôts morainiques, entre autres, ces dépôts ont été remaniés par les cours d'eau et surtout ont contribué à l'accumulation de ces sédiments fluvio-glaciaires dans des zones bien particulières. Je citerai en particulier le Val de Blore, toute la partie située entre le Boréon et Saint-Martin-Vésubie, et puis même en contrebas, c'est-à-dire que dès que vous avez le bassin fluvial qui s'élargissait, vous aviez accumulation due à ces remaniements par les eaux. Bien évidemment, du côté de l'est du département, à savoir la vallée de la Roya, au niveau de Fontanal, Vallée des Merveilles, Casterino exactement, vous aviez également des langues glaciaires moins marquées dans la partie basse pour diverses raisons topographiques et climatiques. Mais ça veut dire que, au départ, vous aviez ces glaciers ont généré des sédiments remaniés par les eaux et surtout formation d'épaisses, parfois de très épaisses, plusieurs dizaines de mètres, de sédiments et de matériel fluvio-glaciaire. Ce matériel fluvio-glaciaire est agencé selon des terrasses. Et ces terrasses, bien sûr, sont propices à la culture et sont propices à l'établissement d'un habitat. Ce qui explique en particulier la position géographique de Saint-Martin-Vésubie à la confluence, comme on le disait tout à l'heure, de deux cours d'eau ou d'Isola. Et donc, toute une partie des terres ont été cultivées, d'autres ont été dédiées à de l'habitat. Postérieurement à, si vous voulez, à l'histoire ancienne de ces vallées, puisque certains villages sont marqués par des phénomènes de perchement dus à l'insécurité au Moyen-Âge, mais surtout l'extension de certaines communes s'est faite sur ces terrasses alluviales. Ces terrasses alluviales qui correspondent, pour la plupart du temps, au lit majeur de la Vésubie. Et donc, aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des cumuls énormes d'eau, des ruissellements énormes, très importants, qui ont largement affecté ces terrasses fluvio-glaciaires. Et dans la mesure où une partie de ces terrasses ont été colonisées par l'habitat, eh bien évidemment, nous avons eu les désordres que nous avons pu à regretter, au-delà, bien évidemment, du lourd bilan humain que nous avons à déplorer. Donc ça veut dire que ce cumul de la météo, ce cumul des éléments géomorphologiques et géologiques ont contribué justement à cibler certains secteurs, puisque ce sont les secteurs les plus vulnérables qui ont été affectés, de par justement une position, je dirais, excentrée par rapport au bourg ancien, mais une colonisation de l'habitat dans des zones qui sont
réputé fragile géomorphologiquement. Alors, le bassin versant de Belvédère-Roquebillière. Alors, si vous me le permettez, je vais faire un rapide historique. Donc, c'était le 24 novembre 1926, à 3 heures du matin, même s'il y a eu quelques signes précurseurs la veille, une partie du bassin versant entre Belvédère, le village de Belvédère, et Roquebillière, donc, a subi un mouvement gravitaire de grande ampleur. Des laves torrentielles se sont déversées en contrebas, ont atteint le lit de la Vésubie et ont balayé au passage 20 maisons, occasionnant 19 morts. Des laves torrentielles. Effectivement, des laves caractérisées par une forte propagation, une grosse vitesse de propagation, que l'on va expliquer dans quelques instants. Au préalable, je voudrais quand même replacer cet épisode dramatique dans son contexte météorologique. À savoir, les mois de octobre et novembre de l'époque ont été caractérisés par de très nombreux jours de pluie intenses. La moyenne s'établit à environ 350 litres par mètre carré pour, disons, une année normale. Or, en 1926, entre octobre et novembre, on a pu déplorer plus de 2000 mm d'eau. C'est-à-dire, vous voyez ce que ça correspond, 2000 litres par mètre carré. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que ces 2000 millilitres étaient concentrés principalement, pratiquement sur un mois, entre le 20 octobre et le 20 novembre. Ce qui veut dire que les sols ont eu le temps d'absorber une énorme quantité d'eau, puisque les pluies ont été marquées par une fréquence très importante. À la limite, à l'époque, il y a eu quelques ruissellements, tels que l'épisode qui a frappé donc le 2 octobre les vallées que nous avons citées tout à l'heure, mais surtout, il y a eu une absorption par le sous-sol d'une grande quantité d'eau. Cette grande quantité d'eau s'est stockée dans certains secteurs, et le secteur de Roquebillière-Belvédère est caractérisé, entre autres, par des formations triasiques, riches en carnieules, entre autres, mais également et surtout en gypse. Le gypse, c'est une roche qui correspond, en minéral, qui correspond à un sulfate de calcium bihydraté, qui a la caractéristique de pouvoir être dissous par l'eau. Donc, si on considère ces énormes quantités d'eau qui ont été absorbées par le sous-sol du secteur de Roquebillière, et je rappelle que ce gypse a été largement exploité dans la commune de Lantos, les plâtrières de Lantos que sont bien connues, eh bien, dans la mesure où ce gypse a été dissous par l'eau au fil du temps, et puis augmenté par cette arrivée massive d'eau durant ces mois d'octobre et de novembre, nous avons eu la formation de cavités, d'énormes cavités qui peuvent faire plusieurs mètres cubes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le foudroiement d'une de ces cavités remplies d'eau. Et donc ça a généré ce qu'on a qualifié tout à l'heure de coulées de lave torrentielle, qui ont généré la catastrophe en question. Alors, quelle est l'origine de cette catastrophe de 1926 ? Là aussi, c'est le concours, justement, entre plusieurs facteurs. Le premier, météo, on en a parlé. Le facteur géologique, la présence de gypse. Et on peut se poser la question, pourquoi
la cavité s'est effondrée. Alors, c'est peut-être dû à la poussée hydrostatique au niveau de ces cavités, et c'est vrai que j'ai été mandaté en qualité d'expert pour travailler sur cette problématique. Il nous reste encore quelques interrogations, en particulier la présence de quelques petites secousses sismiques à l'occasion de cette catastrophe. Donc on ne sait pas si les secousses ont généré le foudroiement de la cavité ou si c'est le foudroiement de la cavité qui a justement créé, généré ces ondes sismiques. Quoi qu'il en soit, le contexte entre la dernière catastrophe et celle de 26 n'est pas la même. Et la meilleure preuve, c'est que tout simplement, le bassin versant de Belvédère-Roquebillière n'a pas été affecté par ces dernières intempéries. Parce que les intempéries étaient localisées et étaient concentrées sur 24 heures, tandis qu'à l'époque de 1926, ce sont les eaux semi-profondes, les eaux profondes, qui ont été à l'origine de la catastrophe. Et donc c'est pour ça que l'on explique que ce bassin n'a pas du tout été affecté par la catastrophe du 2 octobre 2020. Alors effectivement, la reconstruction représente l'enjeu majeur de la situation post-crise, de la situation post-catastrophique. Alors déjà, il faut tirer des enseignements, parce qu'effectivement, cette catastrophe a affecté, bien sûr, l'habitat, mais a affecté les voies de communication, a affecté les réseaux qu'ils soient l'eau potable, les eaux usées, puisque vous avez dans la Tinée et dans la Vésubie, pas moins par exemple de 6 stations d'épuration qui ont été détruites, 4 dans la Vésubie et 2 dans la Tinée. Vous avez eu également la desserte en eau potable qui a été coupée, que ce soit dans la Roya, dans la Tinée ou dans la Vésubie. Vous avez eu des voies de communication qui ont été anéanties, un total quand même cumulé de 50 km en Tinée, en Vésubie, de très nombreux tronçons de voiries affectés dans la Roya. Alors quand on connaît la Roya et l'histoire de la route royale, avec les gorges de la Haute-Roya, eh bien, effectivement, il faut penser à l'avenir. Mais je rappelle aussi que, avant la voie historique, la voie royale de la Roya, qui s'est implantée justement au cœur des gorges, eh bien, à l'origine, les déplacements, les communications se faisaient par des chemins de crête, justement pour se mettre à l'abri et pour éviter les désordres météorologiques. Donc ça, il faut quand même le rappeler, il faut en tirer des enseignements. Pour parler des dégâts rapidement, il faut voir également que la population a été coupée de toute desserte électrique. Tinée plus Vésubie, de mémoire, c'est pratiquement 9400 foyers qui ont été privés d'électricité. Vous avez également des cimetières qui ont été dévastés, tels que celui de Saint-Dalmas de Tende, tel que celui de Saint-Martin-Vésubie. Donc ça veut dire que toutes ces considérations de reconstruction ne doivent pas nous engager à réfléchir exclusivement sur l'habitat, mais prendre en compte l'ensemble des réseaux, qu'ils soient de communication ou de desserte électrique ou de gestion des eaux usées. Déjà, il faut avoir, à mon sens, une réflexion globale.
à l'échelle, je dirais, des bassins versants. Ça c'est important. Toute réflexion uniquement au niveau communal serait vouée à l'échec. C'est-à-dire que c'est à l'échelle du bassin versant qu'il faut réfléchir, comme le fait par exemple le SNUAGE, le syndicat mixte Maralpin. C'est important. Il faut tirer les enseignements de ces catastrophes. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'on puisse reconstruire tel que nous l'avons fait jusqu'à présent. Il faut reconstruire autrement. Aujourd'hui, nous devons d'avoir un territoire résilient, durable. C'est-à-dire que la réflexion doit se faire, je dirais, d'une façon pluridisciplinaire, en intégrant des géologues, des hydrophysiciens, il faut des géomorphologues, bien sûr, bien évidemment, les élus, des personnes spécialisées dans les conditions météo, en particulier la gestion des épisodes méditerranéens. Donc cette équipe d'experts doit prendre en compte la totalité de cette problématique, doit prendre en compte, je dirais, sur le long terme. Il faut intégrer l'histoire de ces régions et raisonner à une échelle géologique. Et à cette échelle géologique, il est bien évident que l'on se rend compte que certaines constructions qui ont été construites dans des secteurs sensibles du lit majeur, je ne cite pas des exemples, mais il y en a plusieurs, des maisons d'habitation, voire d'accueil touristique, qui ont été bâties dans un ancien lit mineur, le lit mineur ayant été, pour des raisons de tracé de route déviées, lors des intempéries, eh bien les eaux ont récupéré l'axe du lit mineur. Et donc cela a généré forcément d'énormes dégâts. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'on puisse effectivement construire comme autrefois. Il faut tirer les conséquences de ces catastrophes. Comment les tirer? On l'a dit, par des études approfondies, et je le répète parce que ça me paraît primordial, à l'échelle du bassin versant. Mais également, il faut acter tout ça dans le cadre de modification des règlements d'urbanisme. Je cible en particulier les plans locaux d'urbanisme, les SCOT, le PLUM, par exemple, qui doivent aujourd'hui traduire les conséquences de ces épisodes dramatiques. Cela veut dire que la construction, bien évidemment, doit être pensée dans de bonnes conditions, sans a priori, pour pouvoir, justement, dans le cadre d'une résilience aujourd'hui indispensable, pouvoir assurer, je dirais, l'avenir, la survie de ces communes impactées. C'est important. Par contre, bien évidemment, nous pouvons avoir diverses réflexions, nous pouvons nous appuyer sur des épisodes dramatiques anciens, mais il faut quand même rester sage. On ne pourra jamais tout prévoir. Bien sûr, l'objectif, vous me parlez de reconstruction, c'est anticiper, c'est prévoir, mais c'est également se préparer. Et quand je dis se préparer, on touche du doigt, là justement, les problèmes de sensibilisation et de communication des populations. Et quand je dis opération de sensibilisation et de communication, je parle, disons, en connaissance de cause, parce que je préside le CIPRE,
Le CIPRE, c'est un centre d'information et de prévention des risques majeurs, et notre action touche tout l'arc méditerranéen, en définitive entre Menton et l'Occitanie. L'objectif, justement, c'est la prévention, la sensibilisation. Alors, c'est un centre qui est quand même cofinancé et co-géré par l'État, les collectivités territoriales et par les industriels. Nous avons déjà beaucoup d'expérience puisque ce centre a été créé en 1991 et donc nous nous attelons à aider la mise en place de politiques en faveur de la gestion des risques majeurs. Ça passe par l'aide à la rédaction des dossiers communaux sur les risques majeurs, les fameux 10 crimes. Nous intervenons sur les PCS, c'est-à-dire les plans communaux de sauvegarde. Nous intervenons sur les dossiers départementaux, sur les risques majeurs également, sur des exercices, parce qu'effectivement, pour bien appréhender les risques, eh bien, il faut s'exercer, il faut simuler, et il faut donc anticiper. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les mesures qui seront prises en faveur de la reconstitution et de la pérennisation de ces secteurs remarquables que constituent la Roya, la Vésubie et la Tinée, eh bien, il faut absolument que l'on se donne des moyens forts pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des populations. Et pour cela, je pense qu'il est important de s'appuyer sur les élus locaux, les élus communaux qui connaissent bien les problématiques, alors qui parfois, effectivement, considèrent que les PPR sont trop drastiques, sont un frein à l'évolution économique et démographique de leur commune. Eh bien, aujourd'hui, il faut prendre en compte cette problématique des risques majeurs dans l'évolution future de toutes ces communes. Donc, je pense que ces élus locaux doivent être mobilisés. On a vu lors de ces dernières catastrophes qu'il était fortement, toujours sur le terrain, pour essayer d'avancer et de réconforter l'ensemble des populations. Le rôle de ces élus locaux est, à mon avis, fondamental. Mais je voudrais également attirer l'attention sur une vision plus large de cette sensibilisation. À savoir, on peut intervenir ponctuellement au niveau communal, mais il ne faut pas faire l'économie d'une réflexion et d'une gestion intercommunale. Ça veut dire que dans un cadre de solidarité, il faut absolument que cette notion de gestion des risques majeurs soit appréhendée au niveau des intercommunalités. On a vu l'action de la métropole dans la Tinée et dans la Vésubie. On a vu l'action également de la CARF au niveau de la Roya. Il faut travailler dans ce sens pour accentuer la solidarité et pour rendre plus efficaces ces notions de communication et de sensibilisation au public. Ça me paraît absolument fondamental que de partager ces valeurs de résilience pour que demain, pour qu'après-demain, eh bien, nous puissions gérer au mieux des épisodes tels que celui du 12 octobre 2020 qui ne manqueront pas de frapper les Alpes-Maritimes. Pas forcément dans les mêmes secteurs, pas forcément avec les mêmes conséquences. Tout à l'heure, je faisais allusion au 4 octobre 2015, dans la région d'Antibes, Cannes, Mandelieu.
Là aussi, en termes de sensibilisation, nous avons un énorme travail et d'énormes messages à véhiculer, d'importants messages. Il faut savoir que en 2015, 107 mm sont tombés en 1 heure. C'est aussi énorme. Mais cela a généré ce qu'on appelle des ruissellements urbains. Donc on voit que c'est dû à un épisode méditerranéen, mais que ça n'a pas les mêmes conséquences que dans les vallées. Et bien là, le ruissellement urbain a généré des inondations de parking. Il faut savoir quand même que sur les 20 morts, il y en a eu près de la moitié qui ont été noyés dans des parkings souterrains. Pourquoi? Parce que des gens ont voulu récupérer leurs véhicules qui étaient stationnés dans les parkings. Certains sont rentrés dans leur voiture et ont voulu rouler, bloqués immédiatement par les eaux. Eh bien, un petit détail. Quand vous avez déjà une vingtaine de centimètres au-dessus du seuil d'une portière d'une voiture, vous ne pouvez plus ouvrir votre portière. Ça veut dire que le petit geste qui peut sauver, c'est d'avoir dans votre vie de poche, eh bien, un brise-glace. Ça a 8 cm de longueur, ça poinçonne le pare-brise et vous pouvez sortir plutôt que de rester à l'intérieur de votre véhicule. Donc tout ça, ce sont des gestes, ce sont je dirais, c'est une politique en effet de prévention que nous devons inculquer et que nous devons véhiculer auprès de nos administrés. Vous avez des gestes qui sauvent, qui sont très simples à mettre en œuvre. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier ce type de situation. On a toujours trop tendance à être largement touché et affecté par ces désordres, par ces catastrophes, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la catastrophe, et après, le naturel venant au galop, on essaye d'oublier ses conséquences. Donc aujourd'hui, il faut que nous allions de l'avant, il faut, comme je le disais tout à l'heure, anticiper. Et il faut se mettre au travail et au niveau de toutes les expertises que nous pouvons réunir, essayer de mettre en place aujourd'hui une politique adaptée à la gestion des risques majeurs. Et pour répondre, et ce sera peut-être ma conclusion, pour répondre au titre de cette visioconférence, eh bien, effectivement, on parlait de fatalité. La catastrophe d'octobre 2020 était inéluctable. Merci.